Et Lino, je te salue. Comment ça va? Salut Daniel, bonsoir les auditeurs. Bah écoute, ça va très bien. Bah merci de m'inviter dans ton émission, ça fait plaisir. Mais le plaisir est partagé. Donc tu m'as contacté en me disant que tu avais pas mal de choses à dire sur le foot. Et en premier lieu, si tu veux bien, on peut peut-être commencer. En fait, avant de parler de Benzema, on peut peut-être parler comment dirais-je, du multiculturalisme dans le foot, c'est-à-dire l'avance que le foot a pris dans d'autres sports sur ce point. Je te laisse parler. Je sais que tu m'as dit que tu étais bavard, alors je te laisse dérouler ton exposé. Très bien, bah merci. Déjà, avant toute chose, je tenais à dire que j'étais positivement surpris par ta connaissance assez fine du football Eh oui. national. Je ne m'en doutais pas. Pas à ce point-là en tout cas. En tout cas, bravo. Oui, alors le football, moi je suis un passionné de football. C'est vraiment un sport que je suis depuis des années et des années. Et c'est un sport qui est vraiment fascinant sur plein de choses. Et moi, une des choses qui m'intéresse le plus, c'est la puissance révélatrice du football sur la société. Parce que le football, c'est un sport qui, voilà, comme tu l'as expliqué, génère énormément de passion. Il y a énormément d'excès. Donc les choses vont toujours très très vite dans le football. Et ça a commencé très très tôt via la professionnalisation, par exemple. Le sport, en général, pendant très longtemps, a été quelque chose d'amateur et la professionnalisation, c'était très mal vu. Et ça a mis des années et des années avant de s'implanter dans l'ensemble des sports. Le rugby, il me semble que la professionnalisation, ça arrivé dans les années 90. Dans le football, c'est arrivé beaucoup plus tôt que les autres. Ça arrivé, je crois, par exemple, le premier club professionnel en France, c'est le FC Sochaux. Je crois que c'était en 1940. Et ça a préfiguré de toute la suite, de toute l'évolution du football français et mondial. Et aussi, comme tu expliquais, c'est aussi la mondialisation qui est apparue en premier, de manière très, très prégnante dans le football avant tout le reste. Dès les années 60, 70, tu avais des stars mondiales du football. Je pense à Di Stefano, par exemple, qui a joué pour trois sélections nationales, la Ouais. Colombie, l'Argentine et l'Espagne. Dès les années 60, 70, tu avais des histoires comme ça complètement folles, alors que dans le quotidien des gens, c'était des choses qui n'existaient pas vraiment. Et pourtant, dans le football, c'était des choses assez courantes. On pourrait aussi parler de aussi tout l'aspect normatif qu'a apporté l'Union européenne. L'Union européenne, un des premiers actes forts qui a fait comprendre aux gens l'existence de l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle l'arrêt Bosman. Oui. C'est cet arrêt qui a cassé comment dire, les règles nationales en fait, les footballeurs dans les clubs devaient être de nationalité du club du pays. Dans la majorité, il n'y avait que trois exceptions. Et il y a un footballeur qui a cassé ça, qui c'était Battiston, qui a Ouais. porté l'affaire sur la Commission européenne. Et du coup, c'est à partir de là où tu as pu avoir des clubs italiens, enfin des clubs anglais avec que des Français, Ouais. italiens avec. Voilà. Ouais, c'est C'est là où intéressant ce que tout. tu dis. C'est quoi ça? C'est le début des années 90, fin des années 80, à peu près? 95. À 95, bah tu vois, c'est. Et oui, effectivement, moi j'ai vu le changement. Je me souviens avec mon pépé, on regardait le Milan AC et tout. Et puis d'un coup, bon, il y avait un ou deux noirs et tout. Et puis maintenant, tu sais, au Milan, il y avait la grande époque où il y avait les trois Hollandais, là, Van Basten, Richard. Gulli et Rijkaard, je crois. Et Oui, puis oui. d'un coup, alors là, ça a été le remplacement vitesse accélérée, c'était effrayant. Et oui, et du coup, un autre effet secondaire que ça a eu, c'est que ça a solidifié les championnats. Ça a créé une hiérarchie, une espèce d'aristocratie des championnats. Et tu avais des championnats magnifiques, comme le championnat des Pays-Bas, qui était capable de gagner jusqu'en 96 la Ligue des Champions. Mais ça a été totalement vidé, totalement tué par l'arrêt Bosman pour laisser place à l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Euh, et autre fait aussi qui a été vraiment où le football où il y a une préfiguration dans le football, c'est les violences intercommunautaires en France. Moi, je me souviens, tu dois t'en souvenir aussi, Daniel, la première fois, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème quand même, vraiment de manière assez profonde dans le pays. C'était lors des matchs qu'il y avait entre la France et la Tunisie, la France et le Maroc, où la Marseillaise était sifflée, mais de manière extrêmement véhémente. Et ça, c'était au début des années 2000. Et, euh, et voilà, depuis, ça n'a fait qu'empirer à tel C'est vrai, je m'en point. souviens. Je m'en souviens. Ouais, 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 tu te souviens, ça a fait scandale à l'époque. Et du coup, il y a plus de matchs
France contre les équipes du Maghreb. Et c'est pour ça que là, malheur de l'histoire, France-Maroc en demi-finale, c'est pour ça que tout le monde flippait de ce match, en fait, flippait des violences. Et il y a eu des violences extrêmement graves qui se sont passées à Montpellier d'ailleurs. Enfin, vous avez tous suivi ça, j'imagine. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'autant que je me Et souvienne, alors maintenant on a des sports, d'ailleurs les Français s'en font un peu une spécialité, hein, ils arrivent à mettre des Africains d'origine ou des gens des îles dans des sports où on n'imagine pas. Voilà, on a enfin maintenant des cyclistes noirs et arabes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et c'est vrai que par exemple le cyclisme a été intact jusqu'à il y a 3-4 ans en fait, hein. Donc le foot avait vraiment une avance considérable de ce point de vue-là. Et c'est un peu la drogue des hommes le foot, hein. Donc forcément ça a une influence, ça rend les gens plus perméables au multiculturalisme. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais moi, ça me paraît évident. ouais, ouais, ça lève certaines barrières, c'est sûr. Tu vois qu'il y a des pays où ils sont beaucoup plus intransigeants là-dessus, bah, l'Argentine, même l'Italie. L'Italie, avoir encore une équipe 100% noire en Italie, mais c'est inimaginable, c'est inconcevable. Et ouais, tu sens qu'il y a ces barrières mentales, le foot contribue à les lever, ça me semble assez évident. Et autre barrière mentale que le foot m'a fait lever, c'était vis-à-vis des violences interafricaines. Alors ça, c'est un phénomène assez curieux, assez marrant, parce qu'on imagine qu'il y a une sorte de grande solidarité africaine. Ils se disent, oui, on est tous frères, patati patata. Mais je ne sais pas, les gens, si vous avez remarqué, si vous avez traîné sur Twitter les soirs de Algérie, Cameroun, ou ce genre de choses, si vous avez traîné dans les hashtags, c'est d'une négrophobie, mais c'est abyssal, ça n'a aucun sens. Ils se, ils se déchaînent, ils se détestent entre eux, mais d'une manière que vous pouvez même pas imaginer. Et moi, ça a levé tout un tas de voiles sur ce genre de choses. Moi, je fréquente pas forcément ces quartiers-là. Je ne me doutais pas qu'il y avait des violences comme ça qui étaient tues et qui étaient capables de re- ressurgir comme ça de manière aussi violente. Euh, C'est vrai qu'à travers les commentaires d'après-match, parce que souvent, t'as toujours des mecs sur Twitter qui vont en faire des best-of, tu te rends compte que vraiment, il n'y a que les Français et les Blancs qui sont antiracistes. Parce que ailleurs, c'est tout à fait accepté le chambrage sur une base raciale entre Noirs et Maghrébins et ce que tu veux. Enfin, c'est banal, non? alors, c'est banal et c'est même au-delà de ça. Là, pour le coup, il y a une vraie haine. Des mots vraiment, vraiment négrophobes et un niveau de violence extrêmement prononcé, tu vois. C'est bon, ouais, c'est quand même assez Comment, étonnant tout ça. comment tu vois l'avenir du foot de ce point de vue-là? Ça peut que empirer parce qu'on va pas revenir sur l'arrêt Bosman. Euh, toi qui t'y connais mieux en football de club, par exemple, est-ce que les clubs qui ont quand même une unité nationale arrivent à être plus performants ou les clubs multiraciaux l'emportent? Parce que si c'est le cas, on est foutu, quoi. C'est-à-dire que si les clubs multiethniques sont meilleurs que les autres, bon, quoi qu'ils le sont tous maintenant. Tu sais que, un truc effrayant, je vais te laisser répondre, hein, mais je le dis parce que c'est vrai, et je l'avais déjà dit d'ailleurs l'an dernier quand j'avais parlé de l'Euro, même dans les clubs roumains, il y a des Noirs. Qui viennent pas de Roumanie, hein. C'est-à-dire qu'ils vont piocher des Noirs de deuxième division en France pour les mettre à Cluj ou dans des villes roumaines. C'est infernal. Ouais, c'est compliqué, hein. Des clubs mono-ethniques, des clubs qui ont une vraie identité bioculturelle, je dirais, il n'y en a pas beaucoup. Tu as l'Athletic Club de Bilbao, voilà, où lui ne prend que des Basques. Et quoique, même maintenant, ils prennent des Basques assimilés. Tu sais, je crois qu'il y a un Vénézuélien, par exemple, vu qu'il a été formé là-bas, ils se mettent à l'accepter. C'était un des derniers bastions à ce niveau-là. Et même là, ça commence à céder. Et bon, au niveau de l'avenir, j'ai l'impression que ça va se diriger un petit peu comme l'équipe de France, en fait. Voilà, ça va être multiculturel. Il va y avoir un encadrement, voilà, qui va être tenu par des gens plutôt d'origine européenne, j'ai l'impression. Parce qu'ils savent organiser les choses. Je pense qu'ils sont meilleurs dans le management, dans tout un tas de domaines qui permettent de performer aux équipes. Et ça sera dans le meilleur des cas. Après, il y a aussi un autre cas, c'est quand les clubs sont vraiment très, 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 très riches, très, très puissants. Bon, là, eux, ils s'emmerdent pas. Ils prennent les meilleurs footballeurs. Et quand tu es un très bon footballeur, c'est pas juste physique, c'est aussi mental. Voilà, prenez les 10 meilleurs footballeurs africains, vous inquiétez pas, ils vont avoir un mental comme ça, et il n'y aura jamais de problème avec eux. Oui, c'est-à-dire il y Euh, a un côté un peu All-Star,
une fois que tu as une équipe All-Star, bon, bah, tu peux gagner, même s'il n'y a pas de cohésion en apparence, que ce soit culturelle ou ethnique. Bon, quoique, si quelqu'un a un élément qui est très perturbateur, peut casser l'ambiance. Bon, on sait que Aimé Jacquet avait fait le choix, par exemple, de ne pas prendre Cantona en sélection nationale, alors qu'à l'époque, c'était une légende Cantona en Angleterre. Bon, bah finalement, les résultats ont donné raison plutôt à Aimé Jacquet. Donc parfois, tu as préféré la cohérence de groupe. Enfin, quand tu as les 3 meilleurs attaquants, le meilleur ailier, les 2 meilleurs défenseurs et le meilleur gardien du monde, bon, à un moment donné, tu gagnes le match. Il n'y a pas de mystère. Oui, tout à fait. Bah, là, tu me tends une perche parfaite pour parler de Benzema. Bah ouais, exact, on va en parler. Et d'ailleurs, je vais même te laisser en parler 2-3 minutes. Je mets Benzema à l'écran, puis je vais me moucher. Mais je t'entends. Hein. Ok. Bah oui, alors comme tu expliquais, c'est effectivement le but d'un sélectionneur, c'est de sélectionner la meilleure équipe. Et donc, avoir la meilleure équipe, ça ne signifie pas forcément avoir les 10 meilleurs mecs en soi sur le terrain, puisqu'il peut arriver que voilà, il y a un élément perturbateur qui est capable de pourrir toute une équipe. Et le cas le plus manifeste, le plus éclatant de cette situation, c'est Benzema. Alors Benzema, il vient d'annoncer sa retraite internationale, donc il n'ira plus en équipe de France. Donc là, ça y est, on peut vraiment tirer le bilan de Benzema. Et le bilan de Benzema est vraiment, en équipe de France, c'est vraiment catastrophique. Et c'est, je pense, très sincèrement, le pire joueur de l'histoire de l'équipe de France. Je vais expliquer pourquoi. Et c'est un cas qui est vraiment très, très révélateur. Et c'est un cas qui gêne beaucoup de monde parce que quand bien même gagner cette finale-là, avec ce qui s'est passé avec Benzema, ce serait quand même resté une épine dans le pied de ceux qui auraient voulu faire un exemple vertueux de l'équipe de France pour le vivre ensemble. C'est pas possible. C'est pas possible parce que Benzema, voilà, c'est un joueur majeur, c'est un des joueurs les plus importants du football français de ces dernières années, et ce fut un véritable poison pour l'équipe de France. Alors pour faire la chronologie, il déclare que son pays de cœur, c'est l'Algérie, que la France, c'est juste pour le business, pour le sportif. Bon, déjà, ça, c'est pas terrible. Ouais. Après, il crache pendant la Marseillaise. Mais ce que les gens oublient tout le temps, c'est qu'il crache pendant la Marseillaise, c'était juste après les attentats. Je crois que c'était 8 jours après des attentats islamiques assez violents. Je ne sais plus lesquels c'était exactement. Donc vraiment, le contexte pourri. Et surtout, il y a un truc que tout le monde a oublié, et c'est la vraie raison pourquoi il a été viré de l'équipe de France pendant tant d'années, c'est qu'il a été condamné par la justice pour chantage sur un coéquipier de l'équipe de France. Mais c'est vrai, même moi j'avais oublié ça, mais répète l'histoire parce que c'est important, c'est vraiment un fumier ce mec, hein. C'est une épine dans le pied de la France. Hein. Oui, non, mais totalement. Alors c'est un truc de fou, à l'époque, c'est Mathieu Valbuena qui est un footballeur assez important de l'équipe de France. Je ne sais plus combien de sélections il a, il doit en avoir 40, 50. C'est pas rien, Valbuena, en plus. Il est très aimé. C'était un footballeur majeur de l'Olympique de Marseille, qui est un club très important en France. Enfin, c'est quand même une personnalité du football. Et il y a une sextape on lui a volé une sextape. Ouais. Où il est. Voilà. Apparemment, il ne faut vraiment pas que cette sextape, elle fuite. Okay. Parce qu'il y a. Bon, on n'a jamais trop su ce qu'il y avait dedans, mais apparemment, c'était pas Jojo. Et il y a des maîtres chanteurs qui ont cette sextape et qui veulent le faire chanter. Et ils vont utiliser comme intermédiaire Karim Benzema, qui va en parler à Mathieu Valbuena. Il y a des audios qui ont d'écoute entre les maîtres chanteurs et Benzema, qui sont pas vraiment à la faveur de Benzema, où il se fout un peu de Valbuena, qui dit qu'il est devenu tout blanc. Enfin, c'est vraiment une affaire très sombre. Et bon, l'affaire, elle a été réglée, ça a mis du temps à être réglé. Ça a été réglé au bout de 6 ans. Il a été condamné par la justice, Benzema. Donc là, c'est pas des on dit, il n'y a pas de tergiversation. Il a été condamné par la justice. Et je ne sais pas si vous imaginez, dans n'importe quelle société, vous avez 2 employés, il y en a un qui est condamné pour chantage auprès d'un autre par la justice, il est immédiatement viré et plus jamais il revient dans la boîte. Dans le milieu professionnel, ça n'existe pas, ce genre de scénario. C'est pas possible, quoi. Ouais. Et je t'écoutais, je disais les commentaires, tu peux en continuer de parler, hein, c'est très intéressant sur Benzema, les gens vont dans ton sens en fait en com, c'est vrai qu'on a oublié tout le mal qu'il a fait à l'équipe, même si balle au pied, il peut être très bon en fait. En fait, je sais pas si t'es d'accord avec moi, on a l'impression que Benzema, il préfère faire chier que gagner parfois. C'est-à-dire qu'il aime tellement pas l'équipe de France que des fois je me demande s'il s'est vraiment blessé en fait avant le...
théorie du complot. Est-ce qu'il s'est vraiment blessé avant le mondial ou est-ce qu'il voulait pas le faire ou est-ce que Deschamps l'a dégagé? Non, alors, Deschamps, je pense que Deschamps a dégagé. Il était vraiment blessé, mais parce qu'il a quand même fait des pieds. Enfin, il est revenu et bon, on lui a pas mis un couteau sur la gorge pour revenir, tu vois. Euh, mais pourquoi il a été viré? On ne sait pas encore, c'est quand même trop récent. Il y a quand même pas mal. Il y a une zone de flou, mais c'est à peu près sûr que Deschamps en a profité pour le dégager, puisque en gros, Deschamps a justifié le fait qu'il voulait que tous les joueurs soient capables de jouer tous les matchs. Benzema ne pouvait pas jouer les 3 premiers, c'était sûr et certain. Mais il y avait aussi un autre joueur qui était Raphaël Varane qui ne pouvait pas jouer le premier match. Mais lui, il a attendu pour lui. Il n'a pas attendu pour Benzema. Donc bon, voilà, c'est un peu un millimélo comme d'habitude avec Benzema. En tout cas, Benzema, il s'est barré en pleine nuit à 6 heures du matin. Il a dit au revoir à personne. Le mec, il avait le seum, il s'est mis à foutre le bordel sur les médias sociaux la veille ou l'avant-veille de la finale de la Coupe du Monde. Tu vois, c'est coéquipier, mais vraiment détestable de part en part, Ouais, quoi. ouais, c'est vrai, c'est vrai. La veille de la Coupe du Monde, la veille de la finale, il a sorti une phrase en mode je reviendrai plus jamais dans cette équipe de merde et tout. Genre, mais t'es mec, ta gueule, quoi. Et oui, il a fait. Alors, il n'était pas aussi direct que ça, mais c'est toujours très, voilà, très. Ça veut dire, enfin, c'est subtil, mais on comprend très bien ce que ça veut dire. Quand Mhm. tu sais lire entre les lignes, tu sais ce que ça veut dire. Et voilà, c'est vraiment terrible parce que c'est vraiment, c'est limite comme une fable grecque, tu vois. Le mec, l'équipe de France a fait tous les efforts du monde, avait la meilleure volonté possible pour le réintégrer. Et malgré le fait que Benzema ait un talent énorme, c'est le meilleur joueur du monde sur cette année, il a eu le ballon d'or, bah cela ne fonctionnera jamais. Et ce fut une catastrophe de bout en bout. Et c'est un aveu d'échec absolument monstrueux. C'est pour ça d'ailleurs que Macron voulait absolument le faire venir pour la finale. Euh, Macron a Oui. fait des pieds et des mains pour essayer de le faire venir pour la finale. Et Benzema, ultime crachat à la gueule, à la tronche du vivre ensemble, il leur dit non, je viens pas, tu vois. Il vient même pas soutenir son équipe. Ah ouais, d'accord, c'est Macron, parce qu'il y avait Romain Vasseur qui nous disait dans le chat que Macron avait insisté pour que Benzema revienne, mais même à l'époque où il avait été un peu écarté de l'équipe de France, Macron a toujours fait pression au nom du Dieu vivre ensemble pour que Benzema retrouve sa place. Et là, ce que tu me dis donc, c'est que Macron, en gros, il appelle Benzema, il le fait appeler, genre allez, viens assister à la finale à côté de moi pour le grand rassemblement français, il a non, va te faire foutre, quoi. Bah oui. Oui, c'est ce qui s'est passé, quoi. Putain, mais c'est Et donc, démentiel. il allait l'envoyer chier jusqu'au bout. Et voilà, et j'ai encore oublié plein de choses sur Benzema. Il y a, comment dire, il y a aussi un espèce de faux duel qui est apparu entre Benzema et Olivier Giroud. Pour dire Oui, Deschamps a même sacrifié Giroud pour faire revenir Benzema. Puis Giroud, il arrive toujours à se faufiler, à revenir par la fenêtre. Mais Benzema, aussi, pendant sa période d'exclusion, il avait dit que Giroud était un karting et que lui, c'était une Formule voilà, 1. voilà, voilà. Et en fait, je sais plus si c'est Damérieux qui a fait buzzer ça, mais en gros, il y a un thread qui est sorti qui montre le harcèlement assez vicieux que Benzema a fait subir à Giroud. Où en gros, il essayait d'influencer les autres joueurs pour dire mais Giroud est nul, Giroud est nul, Giroud est nul. Si bien qu'à un moment donné, je me souviens, je sais pas, entre 2015 et 2017-2018, Giroud avait cette image du beau gosse mais qui était nul, balle au pied, alors qu'en fait c'est devenu maintenant le meilleur buteur de l'équipe de France. Il est très bon quand même Giroud. Et ben voilà, c'est l'effet Benzema quoi, punaise de Benzema. Et aussi, il y a un truc qui est vraiment très vicieux avec Benzema, c'est que, alors moi, je suis une émission de foot qui s'appelle l'After pendant des années et des années. Tu sais, c'est un talk show où les auditeurs peuvent parler le soir. On n'a pas entendu le mot, ça a coupé quand t'as dit. C'est quelle émission? L'After Foot. L'Afterfoot, ok. L'After Foot, c'est un talk show, tu sais, où les auditeurs peuvent venir le soir parler. Et donc, pendant toutes les années d'exclusion de Benzema, bah, ça parlait de Benzema non-stop, et je te le donne en mine, c'était toujours des Maghrébins, des Algériens, qui faisaient une pression de malade Ouais, mais bien pour que sûr. Benzema revienne. Ils ont vraiment fait le forcing, mais comme des fous. Parce que voilà, il faut dire ce qui est dans leur communauté, des gens aussi connus que Benzema, il n'y en a pas. Il y a Zidane et Benzema, voilà. Et qu'ils aient un membre aussi brillant, aussi important de leur communauté, qui soit exclu, qui puisse pas jouer le mondial, ça les rendait dingues. Ça les rendait dingues. Et du coup, ils se sont mis eux aussi à harceler Olivier Giroud. À chaque fois que ça parlait de Olivier Giroud, tu avais systématiquement en commentaire Benzema et inversement. Enfin voilà, tout ça, ça a été vraiment une ambiance détestable tout autour de Benzema pendant des années et des années. Et je crois que les gens se rendent pas compte à quel point il a été nocif pour l'équipe de France.
Bah oui, franchement, bon, quelle conclusion on peut tirer de tout ça? C'est que finalement, il valait mieux que Benzema soit pas dans l'équipe et, euh, et que bah, une équipe qui est tenue de main de maître par un Deschamps avec quelques blancs au poste clé et des noirs au charbon, je dirais, bah en fait ça peut fonctionner quoi, ça peut fonctionner. C'est Et le oui, et avec un je dirais. Mbappé qui est quand même très bon dans le, je veux dire, qui fait partie des grands joueurs de l'époque aussi, hein. Ah non, mais Mbappé, c'est bon, c'est extraordinaire hein, quand même ce qu'il a fait. En finale, il a mis un triplé euh, à 23 ans. Non, mais c'est monstrueux. Il est vraiment très très fort, hein, Mbappé, hein. Ça, on peut pas le nier, hein. Il a un avenir bien plus radieux que Benzema. Juste pour finir, ouais, je voulais juste dire que Benzema, en fait, c'est l'incarnation vivante de la rupture entre les Français de papier et les Français de souche, et même les Français assimilés. Tout le monde le sait, et, et c'est marqué sur son visage, toute son histoire le prouve. Et, et voilà, c'est un échec vivant du vivre ensemble, ce type. Alors qu'il avait tous les talents du monde et toute la volonté, il y avait tous les éléments pour que ça fonctionne, et ben non. Quand ça veut pas, ça veut pas. Oui, C'est oui, ça la oui, morale. et il y a le, oui, je dirais même que, bon, nous, en tant que nationalistes, évidemment, on souhaite de tout cœur un pays qui retrouve son caractère monoethnique, mais en, en plus du multiculturalisme, il y a un vrai, moi, j'irais plus loin que toi, hein, il y a un vrai problème avec les Arabes dans ce pays, quoi. C'est-à-dire, il y a un vrai antagonisme de leur part envers nous. C'est-à-dire, même quand on est énervé contre eux, on peut pas imaginer à quel point le contraire est vrai. C'est-à-dire, ils ont un seum éternel et ils arrivent à se fâcher, même avec des Noirs africains dans les équipes. C'est vraiment l'élément perturbateur, je dirais ça comme ça. Et même si balle au pied, tu peux avoir des Zidane, tu peux avoir des Benzema, à une époque Ben Arfa, maintenant il a un peu disparu, qui peuvent être des footballeurs performants, bah en fait ils foutent une telle merde qu'à un moment donné tu vas les évincer pour la cohésion de l'ensemble. Et Et ben du coup, la preuve, voilà. il y en avait pas en équipe de France là quasiment. Bah oui, il n'y en avait pas là. Il n'y en avait pas. On parle de. Tu disais tout à l'heure que cette équipe de France n'était pas représentative du pays, mais elle est vraiment pas. Bah Il y a oui. même pas de il y a même pas de Maghrébins, Ouais, il y a ouais, même c'est pas de vrai. Blancs. Et d'ailleurs, en C'est- 2018, j'arrive plus à me souvenir, mais il n'y avait pas tellement de Maghrébins non plus dans l'équipe. Il n'y avait pas Benzema non plus. Si, il y avait Adil Rami par exemple. D'accord. Mais il n'y avait pas Mais tu vois, Benzema. ils te prennent forcément, tu vois, Adil Rami qui est le mec sympa, enfin le bon gars, tu vois. Ouais, 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 ouais. Ils vont pas te prendre, ils vont pas te prendre un Benzema justement. Et après, si, il y a une exception, bah, c'est Kylian Mbappé qui lui est métis, Oui, c'est algérien vrai. et camerounais. Et quelqu'un nous dit, oui, mais alors ça, c'est une phrase d'enfant, c'est pas si grave, mais quelqu'un nous dit, dis l'extrait quand il était enfant. C'est vrai que ben, Mbappé avait dit, c'est qui les meilleurs en foot? C'est les Noirs et les Arabes. Ce qui est Oui, très non mais bon imprécis, voilà, mais il a voilà. 14 ans quoi, c'est bon, Ouais, enfin c'est pas grave. 10 ou 14 ans. Et puis Bon après lui-même t'en. est. En plus, on peut pas lui reprocher une phrase identitaire. Lui-même est arabo-africain. Donc en fait, il a une vision de lui-même. En plus, c'est l'époque où Zidane était très fort. Donc voilà, il n'a pas la connaissance à 12 ans. Il sait pas qu'avant, il y a eu Zoff, Cruyff, et toute l'équipe Beckenbauer et compagnie, quoi. C'est sûr. Non mais après ça veut quand même dire que cette phrase il l'a entendue et qu'il l'a répétée quoi. Bah oui, c'est Il l'a clair. entendu certainement de ses parents. Bon, Ah ouais. après voilà, On a on peut quelqu'un pas qui nous dit Benzema a déclaré que Deschamps a cédé à une partie raciste de la France également quand il l'avait viré. Et Oui, alors Deschamps n'a c'est jamais exactement pardonné ça. l'inverse qui s'est passé. C'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est Deschamps, il a cédé à la partie communautariste algérienne de la France pour réintégrer Benzema. C'est ça qui s'est passé, la vérité. C'est vrai. Et pas l'inverse. C'est vrai. Alors, on a un autre commentaire. Alors ça n'a pas de rapport avec Benzema, mais ce que tu as dit de l'Athletic Bilbao, c'est depuis 1911 que l'Athletic Bilbao a adouci ses règles, car il voyait que le résultat ne suivait pas. 1991, je pense qu'il voulait dire. Parce que Oui, 1911, oui. il y a un bug ici, voilà. Effectivement, mais sinon, c'était une belle histoire, effectivement. Bah, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Benzema, ou est-ce qu'on peut conclure je crois que ça met Bah, tout le monde d'accord, que ce soit les patriotards antiracistes et les identitaires, on était tous contents qu'il soit pas là, hein, Benzema. bah oui, et aussi, juste pour rajouter Benzema, ce qui est éclatant, c'est que, regardez, 2016, la France va en finale de l'Euro, Ouais, Benzema est pas là. 2018, la France gagne la Coupe du Monde, Benzema est pas là. Benzema revient pour 2020, on se fait éclater c'est par la vrai. Suisse. 2018, 2022, Benzema est pas là, on retourne en finale. C'est quand même, tu vois, c'est tellement éclatant cette histoire en fait quand tu la regardes juste un petit peu avec un petit peu de sang-froid et que tu vois les détails, c'est le schéma est tellement manifeste
qu'on peut pas nier, quoi. C'est vrai. Tu peux pas dénier, quoi. Non, mais tu as tout à fait raison. Alors, c'est vrai qu'on pourrait le. Après, ça peut être un hasard, entre guillemets, mais est-ce qu'il y a vraiment un hasard? Je ne sais pas. Apparemment, c'est avant l'Euro 2021 que Macron force en quelque sorte le retour de Zemmour. Alors, est-ce que c'est une théorie du complot ou est-ce que Macron a vraiment passé un goût de bigot à Deschamps, genre vas-y, redonne-lui une chance? Mais c'est très difficile à savoir parce que je te rappelle que normalement, politique n'a pas à intervenir dans les équipes nationales. Ça, c'est une des règles de la FIFA. Mais je pense que oui, il y a eu intervention, il y a eu pression. Ça me semble assez évident. Ça me semble assez évident. Je vois Ok. pas comment ça aurait pu être autrement parce que Deschamps, c'est un mec qui est assez rancunier. Et il a vraiment très très mal vécu ce qu'a dit Benzema sur justement il a cédé une partie raciste. Son domicile, il y avait des tags à son domicile et Benzema et les Algériens l'ont fait vivre un enfer pendant des années. Je vois pas pourquoi il aurait cédé d'un coup comme ça, 6 ans après. Enfin, ça n'a pas de sens sinon. Ouais, absolument. Bon, écoute, on a réglé un peu son sort. Alors oui, juste, est-ce que tu as une question sur enfin, une théorie sur le match lui-même? Parce qu'on avait vraiment l'impression que Giroud et Griezmann étaient pas bons. Alors, est-ce que on dit qu'ils étaient malades? Est-ce que ça a été prouvé? Ou est-ce qu'il y avait autre chose? Enfin, je sais pas si tu as des infos là-dessus. Alors oui, il y a des rumeurs comme quoi il était malade et c'est vrai que c'était un match très très bizarre. Moi, j'estime que la France ne méritait pas de gagner cette finale, puisqu'à partir du moment où tu ne joues pas pendant 80 Bah oui. minutes Ouais, une ouais. finale de Coupe du Monde, tu la mérites pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en plus, c'était même pas l'équipe de France contre l'Argentine. En fait, ça a été Mbappé contre l'Argentine. C'est ça la vérité, quoi. C'est Mbappé qui a fait tout le taf. Je sais pas, ils ont été éteints. Peut-être que voilà, l'influence néfaste de Benzema. On sait que c'est des matchs voilà, de très haute précision. Chaque détail compte. C'est des finales de Coupe du Monde. Peut-être qu'un peu le sbull qu'a foutu Benzema avant, ça les a influencés négativement aussi. Apparemment, il y avait le Covid aussi qui traînait. Ouais, Parce que ouais, ouais. c'était fantastique. Parce que, alors, ils avaient un virus, mais ils faisaient pas le test Covid. Oui, Voilà, c'est vrai. c'était bon. Mais tout ça est un peu démentiel, mais quand même pour sortir Giroud en première mi-temps, dans une finale de Coupe du Monde, c'est quand même... Je crois que Giroud, il avait des problèmes au genou. Je crois qu'il était un peu blessé. Enfin, il était pas tip top, quoi. Ouais. Et ouais, ce symbole à la fin, quand t'as les 10 joueurs bah, extra-européens sur le terrain, ouais, moi, je vais en profiter pour enchaîner avec le reste. Vas-y, je t'en Moi, prie. j'essaye d'avoir une vision détendue du football, ne pas tout voir par le prisme de la poétique. Et ne faites pas ça, les gens, parce que vous devenez fous. Faut garder un petit peu, faut savoir rester un petit peu cool, garder ses distances, ne pas tout accepter, mais voilà, être capable de vivre ces moments comme ça de communion. C'est rare dans la société. Euh, et 30 millions de personnes ont regardé cette finale, donc vous devez la regarder aussi. Vous n'allez pas être des marginaux à vous foutre dans des ghettos. Donc regardez ces matchs-là, intéressez-vous au foot, mais tout en gardant votre distance et votre œil critique. Et donc voilà, j'essaie de regarder ce match de manière cool. Et c'est vrai que quand j'ai eu les 10 extra-européens, j'ai pas pu m'empêcher, tu vois, de me sentir dépossédé, tu vois. Oui, oui, J'ai oui. dit, ah, Et même en essayant d'être cool, mais je suis tout à fait c'est d'accord avec trop, toi quoi. et j'ai eu le même ascenseur émotionnel parce qu'à un moment donné, il faut pas être schizophrène. Si tu décides de regarder le match, tu vas pas être là tout le long pendant le match. Ah, putain, ouais, c'est noir là, rien, fait chier, tu vois. Non, tu regardes le match comme n'importe quel homme va regarder un match de foot. Sauf qu'il y a un moment où, ok, c'était peut-être pour des raisons purement sportives. Griezmann était pas bon. On nous dit là en com que Giroud était blessé. Mais bon, le fait est qu'à un moment donné, t'as dit noir, ça devient ridicule. Enfin, moi, j'ai une sensation d'absurde. Et d'autant plus, je peux te le dire que moi, j'ai regardé le match avec le mari de la sœur de ma femme. Et en fait, alors que lui, c'est plutôt enfin, sur l'échelle roumaine, on va dire l'échelle Richter roumaine, c'est plutôt un mec de gauche, en fait, un mec de centre. Et il pouvait pas s'empêcher de le remarquer. Il disait, mais c'est fou, il y a que des noirs maintenant sur le terrain en France. Il m'a dit, bah, si vous gagnez, c'est vraiment la victoire des noirs. Hein. Je dis, bah ouais, tu crois pas si bien dire. Hein. Donc, vers la fin, je me suis tendu et je suis allé vers l'Argentine, mais vraiment de manière très très forte. Ouais. Après moi j'étais là, franchement, si l'Argentine gagne, c'est très bien. Enfin, j'étais un peu dégagé de ça. Mais quand même, j'ai voulu, par curiosité, bah, j'ai compté. J'ai compté le nombre d'extra-européens et d'Européens dans les différentes équipes Mhm. de France de ces dernières années. Intéressant, hein. Et contrairement à ce qu'on pense, bah, cette année, il y en avait toujours à peu près autant qu'en 2006, qu'en 2018, Ah, si tu de comptes les blancs. remplaçants. Oui, je compte tout le groupe. Je compte tout le groupe. Il y en a toujours à peu près 6.
ces D'accord. dernières années. C'est juste là, en même temps, simultanément, tous les joueurs de champ ont été, voilà, été extra-européens, subsahariens, Ah, et le symbole est voilà. fort, on aurait dit une équipe de basket. Mais oui, et le symbole était encore plus fort, c'est quand tu avais la séance de tir au but, les deux équipes alignées l'une à côté de l'autre, mais Ouais. ouais, il y a des images, tu vois, comme ça qui transcendent tout. T'as pas besoin de faire de poétique, de faire de longs discours. Les gens vont le nier, mais au final, dans le fond, tout le monde le voit, tout le monde le sait, et Ouais. En fait, comme moi, ça. j'essaie de prendre la chose comme ça. C'est comme c'est un spectacle qui a été vu à travers le monde entier. C'est l'illustration du fait que la France a changé de visage. Donc là, qu'on ne me dise pas que dans les pays étrangers, on n'a pas le. Maintenant, on ne sait pas ce qui se passe en France. On ne le sait pas à la hauteur de ce qu'on vit nous au quotidien, des faits divers et compagnie. Mais maintenant, je peux vous assurer que le monde entier sait que la France est en train de ne plus être. Enfin, en train de changer de. Bah, comme j'ai dit, de visage et donc de fondement en fait. Hein. En réalité, elle sort de l'Europe. La France sort de l'Europe et ce sont des phrases qu'on entend par exemple. D'ailleurs, j'ai pas retrouvé malheureusement, mais j'avais vu sur Twitter des journalistes français qui se plaignaient des réactions des journalistes sportifs argentins, italiens. Les Italiens ayant un peu par vice, un peu par il y a un côté un peu derby, les Italiens n'aiment pas les Français sportivement et inversement. Et donc, en fait, l'Italie a vachement soutenu l'Argentine, d'autant qu'il y a des Italiens ethniques en Argentine. Et la Gazette du Sport a dit voilà, bon, pour une équipe d'Africaine, enfin, la France est une équipe africaine désormais. On voit qu'une équipe africaine peut gagner la Coupe du Monde. Ils avaient ironisé là-dessus, je sais plus si c'était à cette Coupe du Monde ou celle qu'ils ont gagnée il y a 4 ans, mais le fait est que dans d'autres pays que la France, dès que vous sortez de la France, c'est formulé librement. Hein. C'est-à-dire que les gens disent bah ouais, maintenant c'est plus la France, c'est l'Afrique. Et ça fait un Et choc. aussi, ce qui est marrant de regarder, c'est la réaction des journalistes face à ça, comme tu me disais. Et eux aussi, ils ont des réactions fourbes. Là, je crois que tu l'as vu sur Twitter aujourd'hui, comme quoi il y a un mec qui a fait un petit montage vidéo pour expliquer comment ont disparu les Noirs argentins. Et c'est un génocide subversif, enfin, je ne sais plus quel mot il a utilisé. Ah oui, exact. Tout Oui, ça oui. pour dire, tout ça, comme si il voudrait dire, bah, regardez, c'est quand même les Noirs qui ont gagné en Argentine, même s'ils sont blancs, quoi. Ouais, effectivement. Je me souviens plus du mot, mais génocide discursif, j'avais jamais entendu ça. Ouais, moi non plus, Eh ben. c'est complètement fou, quoi. Alors, Voilà. avant que tu quittes l'antenne, quelqu'un nous dit est-ce que tu peux nous parler de la passion de Grisou, donc Griezmann, pour l'Uruguay parce qu'il est né en Uruguay, c'est ça? Non, c'est pas exactement ça. Alors, de ce que je sais, en fait, Griezmann, c'est un joueur de l'Atlético Madrid et il a été très influencé par le euh, coach argentin de l'Atlético de Madrid, qui lui-même est très très influencé par ouais, ce football américain, sud-américain qui est très physique. Et les Uruguayens, les Argentins sont réputés justement pour, tu vois, pas mâcher leurs efforts, être dur sur l'homme, se dépenser à 2000%. Et j'ai l'impression que, bah, il me semble, de ce que j'ai compris, que Griezmann est rentré dans ce moule-là, quoi, en fait. D'accord. Ok. Intéressant. Alors, tiens, tant que je te tiens, on n'en a pas parlé en off, mais qu'est-ce que tu as pensé de l'attitude de Macron après le match? Ah, moi, j'étais très content. J'étais très content. Tu voyais que c'était un énorme forceur. Il a voulu prendre toute l'image de Mbappé pour lui, puisque il y avait deux stars ce soir-là, c'était Mbappé et Messi. Hein, quoi qu'on dise, même si Mbappé a perdu, il y avait quand même une image. Il a mis 3 buts. C'est la deuxième fois seulement que ça arrive en finale de Coupe du Monde. Il a été incroyable. Ça a été le meilleur joueur de ce match et, à mon avis, le meilleur joueur de la Coupe du Monde, même devant Messi, objectivement. Mhm. Et voilà, il a fait. Tu as vu le cynisme, tu vois. Il essayait de faussement le réconforter. Il a fait l'énorme forceur pour le prendre par les bois, pour être sur toutes les photos avec lui. Et tout le monde a compris son image. Et en fait, du coup, il a tellement été grossier dans sa technique de com que ça s'est retourné contre lui, quoi. C'est très bien, quoi. C'est très, Ouais, très c'est bien. vrai. Alors après, je me dis, ces gens-là, quand même, enfin, Macron, ils sont quand même très forts en com. Est-ce qu'il n'a pas essayé il a pas essayé de toucher des personnes qui n'y connaissent rien en foot? Tu vois, genre la ménagère de moins de 50 ans qui va regarder un match une fois tous les 4 ans quand c'est la finale de la Coupe du Monde. Et en fait, quand tu t'y connais pas en foot, tu dis, bah, il essaye d'être proche quand même des joueurs, c'est un président populaire, etc. Alors que
quand t'as fait un peu de sport toi-même, que t'es un homme et que tu connais comment ça marche, moi je sais par exemple, moi c'est plutôt quand je faisais des auditions de piano, quand je faisais des fausses notes et tout, que je ratais mon audition, je détestais quand mes parents venaient me consoler, quoi. Donc, alors que c'est mes parents, tu vois. Donc imagine quand c'est un mec qui a rien à voir, tu vois. C'est Bah, non, difficile à dire si ça non, a mais vraiment joué contre lui. bah, moi, je pense que c'est exactement ce qu'il voulait faire, ce que tu viens de dire, mais il en a trop fait. Ouais. Il en a trop fait. Je sais pas, il avait pris de la coke avant, j'en sais rien. C'est vrai que c'est un peu Et, extrême, quoi. Ouais, il les lâchait plus. mais oui, non, mais c'était complètement ridicule. Et surtout, tu vois, le mec qui a défendu le Qatar, cette Coupe du Monde au Qatar, en disant le sport ne doit pas être politique, tu Ouais. vois, que c'est vraiment grossier. Il a vraiment été nul à chier là-dessus, je trouve. Et puis il faut dire aussi que c'est son équipe, hein. C'est-à-dire qu'en fait c'est la France qu'il aime, Macron réellement. Il y a aussi ce que nous dit Taste of Miss, il y a une part aussi de sincérité, c'est-à-dire que il est emballé par cette équipe qui est presque entièrement noire, hein. Je suis désolé de le dire, mais c'est ça qui est dans sa tête. Oui, après aussi, on peut dire qu'apparemment, Macron est sincèrement fan de football. C'est Aussi. vraiment un sport qu'il apprécie. Je pense pas qu'il fasse semblant d'être dessus. Je pense juste qu'il en a fait des tonnes, en fait. Ok, ok. D'accord, bah écoute, pour terminer, bah, on a oublié de parler des groupes que tu représentes en quelque sorte. Alors les Ardosiens et puis également Rage Culture, le magazine internet. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, tout à fait. Bah, merci de me proposer. Bah, donc, oui, bah, moi, au quotidien, enfin, sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube. Enfin, je participe au collectif Les Ardosiens. Donc, on est une chaîne où on traite d'œuvres culturelles. Euh, L'année dernière, on a eu beaucoup d'invités dans notre émission. Il y a eu Gros Blanc, par exemple, Adrien Abosi. Et il y a eu toi aussi, Daniel. Merci. C'est d'ailleurs la vidéo qui a le plus de vues, c'est la tienne, hein, sur le film The Par Northman. hasard. Hasard. Non, c'est le talent, c'est le talent. Et très bon film d'ailleurs. Bah, je vous recommande de voir cette vidéo, le public de Daniel, hein. Forcément, il y a Daniel qui est dans l'émission, ça pourrait vous plaire. À côté, j'ai ma chaîne YouTube perso qui s'appelle À droite avec Lino, où chaque jour je mets des petits extraits euh, de droite en fait, pris Ok. un peu à droite à gauche, comme ça les droitards. Vous voulez avoir un petit extrait chaque jour, hop, vous avez ce qu'il vous faut. C'est en réponse à la vidéo à gauche qui avait fait ce. Enfin, pas la vidéo, à la chaîne à gauche qui avait fait ce format. Et moi, ça me saoulait qu'il n'y ait pas l'équivalent à droite, donc du coup, je me suis retrouché les manches et je l'ai fait moi-même. Voilà. Ok. Et, euh, et après aussi, je participe au webzine Rage Culture, qui Ok. est un excellent magazine. Je vous le recommande très chaudement. C'est comment vous expliquer Rage? C'est c'est un peu de la droite prométhéenne, on va dire. C'est Oui, voilà, la droite qui est pas conservatrice, Mhm. très technophile, où on parle de tout. Il y a des articles philosophiques très très poussés. Mais aussi, on fait aussi des articles culturels, notamment moi, justement, j'essaie de faire le lien avec les Ardosiens. Là, dernièrement, j'ai sorti un article sur Kraftwerk et en quoi ça a influencé, en quoi cette musique technophile a été influencée par le progrès technique. Voilà, c'est vraiment un magazine énorme. Enfin, ouais, c'est vrai que j'apprécie énormément, c'est pour ça que j'y contribue. Je pense que vous allez en entendre parler euh, de plus en plus. C'est plein d'avenir. Je vous conseille de vous ruer dessus. Oui, ça Voilà. fait un petit moment, ça fait quoi? Ça fait 3 ou 4 ans que ça existe, je crois. Et puis, la ligne est. Enfin, il y a une fidélité à la ligne. C'est toujours très agréable. Les articles sont construits. Je me sens extrêmement proche de cette ligne, pour ne pas dire que c'est celle que j'ai au fond de mon âme. Donc, je suis moi-même assidûment le site. C'est rare que je sois en désaccord. Et puis, même, il y a aussi des articles qui sont purement culturels, d'où le titre Rage Culture, qui ont pas forcément une coloration politique immédiate, mais il est agréable en fait de se cultiver, hein, tout simplement, hein. Dans la culture de droite, c'est agréable. Donc, et puis, je dirais, il y a aussi l'aspect visuel. Visuellement, le site est très agréable. Ouais, ouais, et puis ouais, on essaye de faire un beau travail au niveau là, de la forme aussi. On fait des vidéos. Enfin, chaque article, il y a une vidéo YouTube et il y a un podcast audio. Tu Mhm. vois, vraiment, on travaille le truc. Et visuellement, il est beau. Et on essaie aussi d'avoir un peu une démarche un peu sérieux, mais détendue, tu vois. Un peu, on parle de pop culture aussi, tu vois. C'est pas, comment dire, c'est pas la nouvelle droite, tu vois. C'est un peu plus moderne, on va dire. Ouais, ouais, je comprends. C'est-à-dire qu'il y a un aspect sur le fond, il y a une profondeur, mais il y a aussi un aspect sur la forme qui est pas repoussant. C'est pas, ça sent pas le vieux livre, hein. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, voilà. Ok. Exactement.
Eh bah écoute, c'est parfait. Je te remercie pour ton intervention qui était vraiment chouette. Et puis bah tu reviens quand tu veux pour parler de sport ou parler de rage culture ou autre. Bah, super, ça marche. Écoute, bah, merci encore de m'avoir invité et merci d'être passé encore une fois chez les Ardeusiens. Ça Et roule. bonne soirée les gars du chat. À bientôt. Salut Au Lino, à revoir. bientôt. On le remercie pour son intervention, c'était vraiment cool.